Bonsoir à tous, bonsoir Yasmina Khadra. Bonsoir. De votre vrai nom, Mohamed Moulessoul. Alors, vous êtes l'écrivain francophone le plus traduit dans le monde. J'ai vérifié hier 60 langues et dialectes dans le monde. D'abord, merci de nous recevoir pour la deuxième fois en presque un an ici à Oran. Oran, c'est la ville du cœur pour vous, Yasmina Khadra? Oh, c'est pas la ville du cœur, c'est la ville où je réside depuis 1958. Sincèrement, j'ai pas un rapport assez affectif avec cette ville, parce que déjà, c'est peut-être la seule ville où je ne suis pas constamment sollicité. Pourtant, je passe 8 mois par an ici à Oran. Et le Donc, reste de l'année? le reste, bon, je suis un peu partout en France, quand je fais des tournées ou là. Oui. Alors, vous aimez Oran, mais on constate que vous avez un grand problème avec Alger. Écoutez, Pourquoi Yasmina Khadra n'aime pas Alger? moi, j'aime mon pays. Et chaque fois que je m'installe dans un livre parlant d'une ville, je deviens amoureux de cette ville. Je suis comme ça, je suis national. Donc, ça ne veut pas dire que j'aime Oran plus qu'Alger. Moi, j'aime les gens. Les villes, quelquefois, me parlent, quelquefois, elles me boudent. Alger, c'est une ville qui me snob. Parce qu'elle a un Pourquoi caractère... Alger vous snob? Parce qu'elle se prend pour Paris. C'est-à-dire, pour Paris, l'Afrique commence à partir d'Avignon. Ou pour Alger, l'Afrique commence à partir de Blida. Mais Alger, Donc, c'est plus beau que Paris. ah, bien sûr, c'est plus beau que Paris parce qu'il y a du soleil. Et je l'ai dit Et les dans un de immeubles mes sont textes. blancs. Alger sans son soleil est une fracture ouverte. Donc vraiment, j'aime le soleil de mon pays. Et puis j'essaie de m'inspirer à travers le regard des gens, à travers l'émotion que ça suscite en moi. Mais en réalité, je ne suis pas tellement un grand amoureux. Je suis seulement quelqu'un qui a une sorte de piété filiale pour sa ville et pour son pays. En tous les cas, on sera toujours heureux de vous accueillir à Alger. J'espère, mais Alors, Yasmina Khadra, votre dernier roman, Le Prieur de Bethléem, vient de sortir en Algérie et en France. L'histoire débute par un enlèvement audacieux à Paris, un éditeur à la mode, séquestré par un mystérieux ravisseur. Ce dernier n'est autre qu'un moine palestinien dont le manuscrit avait été refusé sans être lu. Est-ce que c'est toujours important pour vous, encore, d'aborder la tragédie palestinienne? non, je l'ai abordé 2 fois seulement. Hein. Je l'ai abordé la première fois il y a 21 ans. Et puis 21 ans après, je suis revenu sur ce problème, sur cette tragédie, sur ce génocide, simplement parce que j'étais outré par le silence de ce que l'Occident appelle la conscience. D'un seul coup, cette conscience a disparu et on a vu l'influence du lobby sioniste sur les esprits, sur les carrières, et surtout, en tous les cas, moi j'ai constaté par exemple en France, aucune carrière artistique, intellectuelle ou même politique ne peut être possible sans faire allégeance au lobby sioniste. Et j'ai trouvé que derrière ce silence, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tellement fiers de ce mutisme, justement, de cette forme d'indifférence, parce que les gens ne sont pas indifférents. Ils donnent l'impression d'être indifférents, mais en réalité, ils sont impuissants. Est-ce que vous considérez que la question palestinienne a été abandonnée ou plutôt sacrifiée aujourd'hui, y compris par les pays arabes? Mais c'est normal, c'est un constat misérable mais vrai. La Palestine est devenue une sorte d'outil de propagande sioniste qui fait taire toutes les indignations du monde. En particulier chez les Arabes. Bon, quand on dit les Arabes, je ne sais pas comment définir ce vocable-là, mais le Moyen-Orient, je préfère dire le Moyen-Orient parce que là, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Voir des Émirats manœuvrer ou participer justement à la néantisation d'une nation arabo-musulmane ou chrétienne ou juive, en tout cas la nation palestinienne. C'est quelque chose qui m'effraie beaucoup. Est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui que vous prenez en abordant la question palestinienne, le risque de ne pas être repris par des médias internationaux, européens, occidentaux? Est-ce que c'est un risque que vous assumez aujourd'hui? Bien sûr, je le savais quand même. Déjà, l'attentat m'a coûté beaucoup de choses. Par exemple, à cause de l'attentat, j'ai été exclu par toutes les institutions littéraires. Donc, je suis sur un terrain miné, je le sens, mais j'ai toujours été un guerrier.
Et pour moi, la vraie vocation d'un être humain, c'est d'être digne. Voilà, d'avoir ce regard probe sur lui-même. Et moi, je ne peux pas dissocier ma dignité de ma propre vie. Si je venais un jour à renoncer à cette part de moi-même, je ne suis déjà personne. Ça veut dire que vous continuez aujourd'hui, Yasmina Khadra, à écrire avec beaucoup de liberté, ou est-ce que parfois la maison d'édition ou d'autres acteurs entrent en jeu pour essayer de vous limiter ou pour vous dire ce qu'il faut écrire et ce qu'il ne faut pas écrire? Non, la preuve. La preuve, le prieur de Bethléem, il y a dans ce texte des choses que certains écrivains ne s'imaginent même pas en train d'y penser. J'ai été d'une violence extrême parce que l'indignation a atteint son paroxysme. Donc moi, personne ne me dicte quoi que ce soit. Voilà, à part des corrections d'usage, mais on ne va pas me dire ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Ça, ce n'est pas dans ma culture à moi. Yasmina Khadra, dans un monde qui est marqué par les guerres et les fractures identitaires, quel rôle peut encore jouer la littérature pour défendre l'humanité et la dignité? Parce que vous avez évoqué souvent le mot de dignité. La littérature, elle est capable de tout. Hein. Elle est capable du malheur de l'humanité, comme elle est capable de l'éveil de toute une nation. Donc, on ne sait pas qui est derrière cette littérature. Il y a des écrivains qui sont magnifiques et des écrivains qui sont maléfiques. Et on le voit, on le constate tous les jours. Donc, mais le verbe, oui. Le verbe, il a toujours véhiculé l'humanité à travers les âges. C'est le verbe qui fait les présidents, qui fait l'enthousiasme populaire, qui fait l'éveil d'une nation, qui fait les révolutions. C'est le verbe, bien sûr. Mais aujourd'hui, malheureusement, les consciences sont très dures à la détente. On voit quand même qu'il y a un petit remue ces derniers temps, à commencer par l'Espagne, par exemple, qui ont été d'une attitude, qui ont été d'une droiture formidable. Vraiment, ils sont louables à plus d'un titre. Mais les autres, la France par exemple, elle est encore en train de carapahuter. Elle patauge dans sa propre indéfinition. Et l'Allemagne encore pire parce qu'elle est à l'origine de ce grand drame, de ce génocide. La culpabilité, elle est allemande, elle est germanique, elle est nazie. Mais en même temps, il y a quelques protestations passées par là, mais ça ne suffit pas. Vous considérez comme beaucoup que l'Espagne a sauvé l'honneur de l'Europe? Personne ne sauve l'honneur d'un pays ou d'un continent. Chacun ne sauve que son propre honneur. L'Espagne a sauvé l'honneur de l'Espagne. L'Europe, c'est autre chose. C'est une configuration assez inextricable, assez bizarre, que moi, je la vois, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est un conglomérat d'États vassaux. L'Europe n'existe pas véritablement. Il n'y a aucune souveraineté européenne. Toujours vassaux aux États-Unis? Bien sûr, bien sûr. Même si certains pays européens veulent prendre leur indépendance politique, oui, énergétique mais et même militaire. Dans ce cas, ils ne sont plus européens, ils sont eux-mêmes. Soit ils sont espagnols, soit ils sont portugais, soit ils sont belges, mais pas européens. Vous avez parlé du rôle de la littérature dans la sauvegarde de certains principes. Est-ce que vous pensez que la littérature peut réussir là où le droit international n'a pas pu réussir, Yasmina Khadra? Ah non, l'efficacité de la langue, de la littérature, c'est justement c'est son accès à l'esprit. Mais la littérature ne peut pas accéder au terrain, à la vie qu'on constate tous les jours. C'est-à-dire, voilà, la justice, oui, elle peut intervenir sur le terrain, elle peut condamner, elle peut arrêter quelque chose. Mais la littérature, elle ne fait que peut-être rappeler à certains leur empathie, leur conscience, leur dignité, c'est tout. Mais elle ne peut rien faire. Ce qu'il faut, c'est la justice. Il faut que la justice soit plus forte que les alliances, plus forte que les pouvoirs, que la souveraineté des États. Voilà, je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup la Cour pénale emprisonne des Africains ou des présidents vaincus, mais jamais le dernier soldat américain qui fait des ravages. Voilà. Donc la justice, elle doit être, il faut qu'elle soit la même pour tout le monde. Mais la Cour pénale internationale a aussi émis des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et aujourd'hui, ses propres juges, à cause de cela, sont soumis à des sanctions internationales. Voilà. Moi, je vois que le monde qui file droit dans la jungle.
Voilà, s'il n'y a pas de justice, il n'y a rien. C'est la justice, c'est le socle de tous les équilibres. S'il n'y a pas de justice, c'est l'appel au désordre. Vous avez parlé d'États vassaux aux États-Unis. Aujourd'hui, qui peut dire non à Trump? Est-ce qu'il faut résister à Donald Trump ou est-ce que ça va au-delà de la personnalité du président des États-Unis? Écoutez, le tyran a toujours été une manifestation assez simple. Hein. Être un tyran, il suffit tout simplement d'exercer un pouvoir qui fait fi de toutes les contraintes qui doivent le gérer. Donc Trump a décidé de faire de ce pays, ce grand pays qu'on appelle la plus grande démocratie du monde, une espèce de laboratoire pour ses propres initiatives, pour ses propres projets. Donc, il a D'ailleurs, moi j'étais étonné que lors de la rencontre avec l'armée, qu'il ait cette audace de traiter les officiers, les généraux qui étaient en face de lui comme du cheptel. Il les menaçait. Alors que ce sont ces généraux eux-mêmes qui font la force des États-Unis. Donc quand un président n'a plus aucun respect pour rien, lorsqu'il ne se limite à rien, il devient un tyran et les gens suivent. Pourquoi? Parce que la carrière prime la dignité. Les gens, ils sont prêts à adhérer à la folie d'un Trump simplement par opportunisme. Et il s'est bien entouré, hein. Le bonhomme, il s'est entouré d'un fatras de oui, et il peut faire ce qu'il veut. Vous avez écrit, Yasmina Khadra, sur la violence et le terrorisme. Est-ce que vous regardez avec inquiétude aujourd'hui la montée actuelle des extrémismes et des discours de haine et d'extrême droite dans le monde? Ça a toujours été le cas depuis très longtemps, hein. Bien sûr. Mais ce que les gens oublient, c'est que généralement, ce sont les États qui créent ça. Les États. En France, par exemple, c'est un pays qui surtaxe tellement le citoyen qu'à un certain moment, il a renoncé à tous ses rêves. Tout ce qui importe le français maintenant, le citoyen français, surtout de classe moyenne, c'est avoir les moyens de payer ses factures. Il y a quelques décennies, le français disait « moi je travaille pour gagner mon beefsteak ». Puis il y a quelques temps, il disait « je travaille pour gagner mon pain ». Aujourd'hui, il dit « je travaille pour payer mes factures ». Regardez l'angoisse dans laquelle sont installés les citoyens en France. L'État, il n'arrête pas de les appauvrir, de les vampiriser. Et bien sûr, ne pouvons rien faire contre l'État, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit, quand on ne trouve pas de sens, ou lorsqu'on ne trouve pas une solution à son problème, on cherche un coupable. Et c'est là où il y a la déviation. C'est là où les vrais boucs émissaires surgissent. Et ça devient une sorte de défouloir pour un citoyen totalement frustré. Vous êtes lu et aimé dans le monde, mais aussi en Algérie, Yasmina Khadra. L'Algérie qui connaît une nouvelle génération très présente sur les réseaux sociaux et tournée vers l'expression immédiate. Est-ce que vous pensez que le livre garde encore une place centrale chez les jeunes dans notre pays? Ben, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes lors de mes rencontres, ou lors des séances de signature, mais je ne sais pas, c'est un travail, c'est une inquiétude qui devrait tarauder le gouvernement lui-même. Que fait le gouvernement algérien pour la culture ou pour la littérature? Rien du tout. Rien du tout. Moi, j'ai été consacré pratiquement sur tous les continents, que ce soit en Australie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Mais est-ce qu'on m'a déjà vu consacré dans ce pays? Si, par exemple, l'écrivain qui suscite le plus d'enthousiasme dans le monde est complètement marginalisé dans son propre pays, qu'est-ce qu'on peut attendre de la littérature? Pourquoi vous considérez marginalisé en Algérie? Bien sûr, je suis néantisé, pas seulement marginalisé, néantisé. Quand vous écrivez des choses qui touchent des millions de gens, et dans votre pays, les intellectuels sont en train de contester ce talent, ce génie. Et l'État, il ne fait rien. L'État, il le regarde, il est complètement ébahi. Ça l'arrange finalement, ça l'arrange l'État. Voilà, c'est triste pour ce pays. Vraiment, je suis triste. Parce que si on ne peut pas aller chercher le génie algérien, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'informatique, dans l'universitaire, dans les arts, dans la littérature, avec quoi peut-on construire une nation? Ce ne sont pas les politiques qui font la nation.
Ce sont les intellectuels, ce sont les artistes, ce sont les champions, ce sont ces gens-là qui inspirent la jeunesse et qui lui donnent, qui lui insufflent une force ambitieuse et conquérante. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a rien, moi je vois qu'il n'y a rien. Moi je passe, moi j'ai été interdit, je dis bien interdit, d'intervenir dans des universités algériennes. Je peux les citer, à Tiaret. Je devais me produire à Tiaret. J'arrive à Tiaret, on dit non, c'est pas possible, on ne peut pas vous recevoir. C'était à quelle période? C'était il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans seulement. Ouais. J'étais, il y a 2 ans par exemple, ou l'année dernière, j'étais invité à l'université de la Roate. Vous savez, heureusement que je n'ai pas pris la route. La veille, j'avais appelé un ami qui habitait à la Roate, qui a été avec moi dans l'armée. J'ai dit, quel est le meilleur itinéraire pour aller à la Roate? Il m'a dit, pourquoi? Parce que demain, j'interviens à l'université de la Roate. Il m'a dit, mais c'est annulé. On ne se donne même pas la peine de vous dire que c'est annulé. J'étais invité par l'Institut de criminologie d'Oran. Le matin même, on me dit c'est annulé. C'est-à-dire il suffit royalement de ton programme, de ce que tu as envie de faire ou de ne pas faire. Voilà, comment expliquer ça? Pourquoi les gens annulent le jour même? Je ne sais pas, parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Mohamed, on est dans un pays de liberté, non? Je peux dire ce que je veux. Tant que je n'insulte pas, tant que je n'ai pas un problème avec la justice, je peux dire ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est mon droit absolu. Yasmina Khadra, comment est-ce que vous regardez aujourd'hui le recul visible de la langue française en Algérie dans un contexte où les autorités semblent encourager une redéfinition linguistique avec notamment la présence de l'anglais? Moi, je respecte la décision du pays. S'il veut que tout le monde opte pour la langue anglaise, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, il faut que je continue d'écrire. Il se trouve que j'écris en français et ça ne me pose aucun problème, aucun complexe. J'aime cette langue, je le dis haut et fort, j'adore cette langue. Elle m'a tout donné. Elle m'a permis d'être aujourd'hui l'un des écrivains les plus traduits au monde, le plus respecté aussi, même si je suis très dérangeant. Je dérange beaucoup les gens. Ils reconnaissent mon talent, mais ils s'interdisent de le cautionner. Voilà, mais c'est tout. S'ils veulent faire la langue française, quand même, c'est 90% de l'histoire de l'Algérie. Si on peut mettre l'anglais au même niveau que la langue française, d'accord. Mais si on le fait uniquement par, je ne sais par quelle vocation, ça devient très dangereux. On n'a pas préparé l'Algérie à ce transfert. On ne l'a pas préparé. On l'a décidé. Comme pour le passage à l'arabisation, voilà, qui était préparé voilà, aussi. c'est terrible. Ce sont des catastrophes, mais nous, on reste quand même. On ne retient aucune leçon. On donne des leçons partout, mais on n'en retient aucune. Donc l'Angleterre, pour la langue anglaise, ça aurait dû commencer à l'école, au primaire. On va attendre que toute une génération s'emprunte de cette langue et pouvoir l'utiliser de manière assez efficace. Mais du jour au lendemain, l'anglais... Quelqu'un, il était tellement content pour moi. Ah, on ne va plus vous lire, vous écrivez. J'ai dit non, c'est traduit dans 60 langues. On peut me lire même en chinois, en créole, je sais pas, en gaélique. Voilà, c'est pas ça. Ne me regarde pas, il faut regarder une nation. Il ne faut pas que la jalousie se focalise sur un individu. Il faut que la jalousie se projette pour l'avenir d'une nation. Et cette jalousie, elle doit être positive. Il faut être jaloux des autres nations pour mieux faire qu'elles. Il faut être jaloux de tous les génies pour transcender. Il faut être jaloux de toutes les générosités pour être encore plus généreux. C'est ça pour moi la jalousie. Alors après plus d'1 an de crise, Yasmina Khadra, l'Algérie et la France se reparlent à nouveau. Plusieurs visites ministérielles, retour de l'ambassadeur de France, nomination, dit-on, imminente d'un ambassadeur d'Algérie à Paris. Vous faites quelle lecture de ce énième réchauffement ? Écoute, moi, je préfère que les choses marchent à merveille entre l'Algérie et la France. Nous avons des millions d'Algériens là-bas et nous avons une histoire commune. Il y a à peine une semaine, j'ai interpellé M. Retailleau. On était à Montaigu, au salon de l'île de Montaigu, et il était là, il est venu avec ses sympathisants chahuter un petit peu le salon du livre.
Et j'étais très en colère, j'ai parlé partout, que font ces racistes ici. Ils sont allés chercher le directeur du festival qui était venu me calmer un petit peu. Et voilà M. Retailleau qui passe. Je lui dis, M. Retailleau, il dit, ah bonjour, ça va? Je dis, non, ça ne va pas. Et je l'ai escanté sur place, pour l'Algérie. Vraiment, je l'ai escanté. Et je lui ai dit, maintenant, vous parlez de l'immigré, mais de l'immigration clandestine. Et demain, vous allez parler des immigrés. Et après-demain, vous allez parler des binationaux et ainsi de suite. Vous n'avez aucun projet de société. Et ces gens-là, ces charlatans, moi, c'est ce que j'appelle moi des charlatans, qui profitent de la frustration justement citoyenne pour essayer de construire des carrières politiques. Ces gens-là ne peuvent qu'apporter le malheur à la France. J'ai dit que l'Algérie n'a aucun problème avec la France. Quel est le problème de l'Algérie avec la France? Il n'y en a aucun. Ce sont ces 10 heures de mauvaises aventures qui inventent des choses contre ce pays. Mais moi, je trouve qu'il est grand temps pour le peuple français de remettre ces Sahuillons à leur place. La place d'un Sahuillon, c'est la nuit, quelque part, sur une branche, isolée au cœur même de la forêt. Une relation longtemps endommagée par l'affaire Sansal, Yasmina Khadra, nous en avions parlé l'été dernier, lors de notre dernière interview. C'était 3 mois après sa libération, avec une grâce présidentielle. Comment est-ce que vous regardez la suite de l'affaire Sansal et du fait qu'il ait quitté Gallimard pour la maison d'édition Ça, ce n'est pas Grasset? mon problème, c'est son problème, sincèrement, je ne veux pas parler de ça. Moi, je suis dans un autre univers. Moi, je suis dans. J'ai jamais fonctionné. J'ai jamais mis la polémique comme un tremplin. Moi, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. J'écris des livres qui apporteraient peut-être un peu de lumière sur certaines zones d'ombre de l'humanité. Et c'est tout. Moi, les autres, ça ne m'intéresse pas, sincèrement. Mais est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose déjà pour la littérature francophone en France que plus de 150 auteurs quittent une maison d'édition, quand même, à cause d'un auteur pour des positions jugées radicales? Eh bien, Bolloré, il le mérite bien. Bolloré, c'est la nature ou Dieu ou le hasard a voulu qu'il soit riche. Au lieu de mettre cette richesse au service de l'humain, de la beauté, de la générosité, il en a fait je sais pas, il l'a transformé en outil de discorde, d'amalgame et de misère intellectuelle. Et donc, tant pis pour lui. Moi, je pense à Bolloré, il mérite toute l'état du monde, ce bonhomme. D'ailleurs, moi, j'ai quitté Robert Laffont à cause de Bolloré. Quand Bolloré a acheté Robert Laffont, moi, j'ai dit, je pars. Et si Bolloré vous propose aujourd'hui de revenir à Grasset? Jamais de la vie. Et il n'y a pas 3 ou 4 jours, non, lundi passé, on voulait faire un reportage sur moi avec Canal+, j'ai refusé. Canal+, qui a été racheté par Vincent Bolloré. Ça a toujours été le bien de Bolloré. Alors récemment, avec Pascal Boniface, vous êtes allé très loin en déclarant que la presse française ne tolère pas ceux qui préservent la dignité, en particulier lorsqu'ils viennent d'Algérie. Il a expliqué que pour être mis en avant par la presse française, il faudrait adopter le rôle d'un caïd ayant contribué à la colonisation. Comment est-ce que vous regardez encore aujourd'hui cette polémique sur la repentance qui revient de plus en plus et sur cette demande algérienne, Yasmina Khadra, de restitution des biens? Ben, l'Algérie a le droit d'exiger le retour de ses biens et surtout des archives. Hein. C'est son droit absolu. Mais à part ça, je crois que la repentance, nous n'en avons pas besoin. L'Algérie, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle s'est battue pour sa liberté. On n'a pas besoin que les gens viennent nous demander pardon. On voudrait juste qu'ils nous regardent droit dans les yeux avec un maximum d'honnêteté. C'est tout. Voilà, on n'a pas besoin d'être pitoyable ou de susciter l'empathie ou le repentir. Nous sommes très en retard sur les nations. Nous n'avons pas de temps à perdre à ça. Nous devons aller à la conquête de nos ambitions et trouver les moyens justement d'accéder à ces ambitions-là. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas les Français. Ce ne sont pas les Français qui sont derrière tout ça. Ce sont des franges, des espèces de frustrés, des opportunistes, des nostalgiques. Mais la preuve que les Français n'ont rien à voir avec ces gens-là, c'est que moi, quand je vais dans n'importe quel salon, c'est la ruée. Donc, je suis algérien, les gens savent que je suis algérien. Alors, pourquoi viennent-ils me voir? Pourquoi viennent-ils m'aimer? Donc, voilà, il faut faire la part des choses.
Est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui pour les Algériens de France et en France dès l'année prochaine si l'extrême droite remporte les élections de 2027? Je crois que le danger pèse surtout sur la France elle-même, pas sur les Algériens, pas sur les émigrés. Parce que ces gens de l'extrême, ils n'ont aucun projet de société et la seule façon pour eux de justifier, de légitimer leur présence en tant que souverain dans ce pays, c'est de sévir. Mais ils n'auront pas les moyens de sévir. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, vraiment. Moi, je les plains, ces gens-là. Ils ne savent même pas qui. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent déjà comme les nazis, sanglés dans des tuniques impeccables, avec un brassard frappé à la croix grammée ici, en train de bousculer les bougnoules et les négros dans des wagons à bestiaux. Ils se trompent grossièrement, ces gens-là. Le monde a changé. Et ils n'ont pas les moyens, ces gens, ils n'ont pas les moyens de sévir. C'est la France qui va payer les pots cassés, et non pas les autres. Merci Yasmina Khada d'avoir répondu à nos questions Merci pour ce beaucoup. numéro de One to One et merci à vous et à la semaine prochaine. Merci.